va essayer donc de parler de modélisation, comprendre ce qu'on fait pour essayer de réduire au maximum notre impact. On va essayer de cadrer cette problématique en 1 heure. On est évidemment dans le temple de la technosphère lié à l'événement et au spectacle ici. Donc ça va être intéressant d'en parler entre pairs, de savoir comment on gère cette question de la ressource, de la matière première, de l'analyse de cycle de vie et quels sont nos outils pour mieux concevoir nos projets, que ce soit par le dessin, que ce soit par la gestion des stocks, ces questions de ressources. Malheureusement, Hélène Méric est souffrante ce matin, donc elle ne sera pas là. Autour de moi, Sylvie et Cécile. Sylvie Beta, en 2008, tu cofondes la première ressourcerie culturelle, la Réserve des Arts. En 2012, tu crées l'Upcyclery, agence créative en upcycling et économie circulaire. Puis en 2020, tu cofondes le collectif Les Augures pour accompagner les actrices et acteurs du secteur culturel dans leur transition écologique. Depuis 2022, tu co-diriges le Lab Scénographie, réseau professionnel qui pense l'éco-scénographie dans le secteur culturel. Je n'ai pas dit de bêtises? Bon. Et Cécile Vénier-Alla, tu es diplômée des métiers d'art de l'école Boulle et diplômée de l'ENSAT en scénographie. Tu as notamment travaillé à l'Opéra de Bordeaux, où tu as réalisé un important inventaire des décors existants permettant d'aboutir à une création 100% réemploi. Aujourd'hui, tu es directrice technique adjointe de l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Vous êtes toutes les deux à des endroits différents, mais toutes au cœur de processus de conception technique. Et donc, qui de plus indiqué pour parler aujourd'hui de modélisation de projet comme levier d'économie de ressources? Je te tends la perche tout de suite, Sylvie. Donc, tu es experte des questions liées au cycle des matières. Est-ce que tu peux nous en dire plus et présenter votre façon d'aborder le sujet? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être je vais vous montrer quelques slides déjà pour contextualiser un peu ce qu'on fait aux augures qui nous permettra d'aller plus en détail en fait sur les questions d'analyse de cycle de vie, de ressources, etc. Donc, comme tu le disais, Bastien, je suis une des 4 cofondatrices du collectif Les Augures. On s'est créé en 2020, on s'est lancé en 2020 dans l'idée d'accompagner le secteur culturel dans sa transition écologique. Donc, avec Marguerite Courtel, Camille Penn et Laurence Perria, on a toutes de l'expérience dans le secteur culturel à différents endroits. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir comment est-ce que le secteur, justement, pouvait déployer ses capacités d'adaptation et d'innovation face aux enjeux environnementaux. Donc, on a développé, en fait, deux pôles d'activité. Le collectif Les Augures, avec lequel on fait de l'accompagnement du conseil de la formation, et l'association qui vise, elle, plutôt à expérimenter et à fédérer les communautés, parce qu'on sait, dans ces histoires de transition écologique et de réduction des impacts, qu'il faut réfléchir ensemble, qu'il n'y a que le collectif et la prise en compte de tous les métiers des projets culturels, événementiels, etc., qui vont nous permettre d'avancer sur ces sujets. Donc, on a créé 2 labs qui nous permettent de réunir des institutions, des professionnels. Un lab qui s'appelle donc l'Augure Lab Scénographie avec 4 R et un lab numérique sur les questions de sobriété numérique. Et donc, je suis co-directrice de l'Augure Lab Scénographie. Cet Augure Lab Scénographie, c'est un réseau professionnel collaboratif et prospectif pour penser l'éco-scénographie dans le secteur culturel. Donc, c'est un réseau national qui se veut interprofessionnel. On a des directeurs techniques, des chargés de mission, de chargés d'exposition, directeurs d'ateliers de construction, des étudiants, des responsables RSE, RSO, donc pour responsabilité sociétale des entreprises. Donc l'idée, c'est vraiment on a aussi des ébénistes, des constructeurs. Et donc l'idée, c'est de réunir tous ces métiers-là autour d'une démarche collaborative. Alors on a repris un petit peu les 4 R à
à notre sauce, donc les 4 R de l'économie circulaire, pour réduire notre impact environnemental, repenser nos métiers, rassembler nos synergies et réveiller nos imaginaires, parce qu'on est quand même dans un secteur quand même ultra créatif et qu'il faut s'en servir. Aujourd'hui, on compte au sein du lab une centaine à peu près 80 membres, mais plus de 100 participants, parce que des institutions en fait font appel à plusieurs corps de métier dans les institutions justement pour avancer sur ces sujets. On a 2 activités principales au sein du lab: la recherche-action et le développement d'un outil qui s'appelle l'Ecotech, dont je vais vous parler. La recherche-action, elle est essentielle parce qu'en fait, c'est ensemble, en collectif, qu'on décide des freins qu'il faut aborder pour trouver des leviers, prototyper des solutions, si c'est possible. Et donc, on va retrouver des sujets. Par exemple, cette année, on a travaillé sur déjà la définition de l'éco-scénographie. Qu'est-ce que ça veut dire, une scénographie éco-conçue, éco-fabriquée, comment est-ce que on définit tout ça. On a travaillé aussi sur les questions de responsabilité et de réemploi. Souvent, quand on fait du réemploi, justement, on rentre dans une démarche de réduction de matière, on se pose la question de ces questions assurantielles, en fait. Et puis on a travaillé là très récemment sur les questions d'inifugation. Idem, quand on récupère par exemple des matériaux en réemploi pour un décor, une scénographie, il faut réinifuger parce qu'on n'a pas l'organisation nécessaire pour utiliser le matériau tel quel, même si on sait qu'il a été inifugé. Donc ça pose plein de questions. Et on a pu travailler donc avec une dizaine de membres sur ces questions d'inifugation. Et je vous montre par exemple un des prototypes en fait de modélisation peut-être, mais en tout cas de préconisation qui est ressorti. Donc c'est un des livrables du groupe de recherche-action. Donc ces préconisations autour de l'inifugation dans le cycle de vie d'un élément de scénographie. Donc le cycle de vie qui part de la conception, puis l'extraction de matière, la fabrication, le transport, l'usage et la fin de vie. À chaque étape, l'idée, c'est de se poser des questions sur le choix des matériaux combustibles et non inflammables, le choix d'inifuges non toxiques, biodégradables. Enfin, voilà, l'idée, c'est d'apporter en fait des solutions de réflexion. Et c'est justement par le fait qu'on ait une diversité de métiers au sein des équipes de recherche-action qu'on arrive à faire le tour en fait de ce cycle de vie qui nous permet d'anticiper les impacts, parce qu'on va se poser toutes ces questions en fait en amont dès la conception par exemple d'un projet. Rapidement, un des outils qu'on est en train de développer, qui va voir le jour en mars 2024, c'est une Ecotech. C'est une plateforme collaborative alimentée par les professionnels et pour les professionnels. Je précise, ce n'est pas par les fabricants ou par les fournisseurs, c'est vraiment l'usage qui nous importe ici. L'idée, c'est une plateforme collaborative qui nous permette d'aller plus vite dans les solutions, de trouver rapidement des solutions d'économie circulaire où qu'on soit. Une compagnie de théâtre basée à Brest qui réfère une résidence à Toulouse et qui ne connaît pas l'écosystème circulaire de Toulouse pourrait trouver très rapidement dans la rubrique acteurs et actrices toutes les solutions, que ce soit en fabrication, en approvisionnement de matériaux, etc., ou de logistique bas carbone, va pouvoir trouver ici toutes les bonnes adresses en fait, pour réduire les impacts. On a aussi un référencement de matériaux innovants et alternatifs. L'idée, c'est pas de créer une énième matériothèque, mais plutôt de questionner les matériaux innovants sur leur réduction d'impact.
des projets inspirants. Donc là, c'est justement des membres qui ont réussi à mettre en place des actions qui permettent qui nous proposent en fait de nous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait une simèse montable, démontable. Enfin voilà, il y a plein des expositions tout entières, des nouvelles techniques aussi, et techniques justement qui sont aussi référencées et liées à des projets dans lesquels elles ont été éprouvées, des techniques qui permettent justement des solutions qui participent à la durabilité des scénographies. Voilà pour un petit peu l'ensemble on va dire, de la communauté d'un exemple de ce qu'on fait, en tout cas pour travailler ensemble, ne pas rester seul face à un tas de questionnements compliqués, et puis être en permanence, en tout cas c'est ce que nous disent les membres, dans l'auto-formation. Parce qu'on apprend à la fois en allant consulter des experts, par exemple sur la législation, mais aussi des autres métiers qu'on ne côtoie pas forcément dans le quotidien, jusqu'à avoir des discussions sur ces sujets. Merci beaucoup pour cet éclairage. Peut-être, Cécile, si tu es d'accord, on peut illustrer ce que peut être un projet d'éco-scénographie avec ce que tu as mené comme travail à Bordeaux, notamment par la mise en plan et l'inventaire de 50 ans de création de décors qui permettent aujourd'hui à des scénographes, à des créateurs, de se servir de matériaux déjà existants et de pouvoir les articuler pour recréer quelque chose sans partir de neuf. Évidemment, on sait tous ce que c'est que d'aller acheter du contreplaqué par camion et construire des scénographies tout le temps avec du neuf. Là, on fait l'inverse et on part de la contrainte de l'existant. Et comment on part de cette contrainte et quels sont les outils pour y arriver? Cécile, est-ce que tu es OK pour nous en dire quelques mots? Oui, alors je voulais juste dire que j'ai répondu présente à la table ronde, non pas en me considérant sachante sur les sujets, mais plutôt en partage d'initiative. Et du fait d'être responsable technique, oui, comment on a le nerf de la guerre, c'est souvent le coût et l'argent. Donc du coup, comment on fait en sorte d'essayer de trouver des astuces ou de gérer au mieux, en fait, de gérer au mieux pour limiter l'achat. Alors du coup, normalement, c'est pas censé être trop compliqué. Alors aussi, je veux bien, du coup, parce que du coup, en fait, donc à Bordeaux, alors c'est vrai que toi, tu n'as pas trop parlé de ressourcerie encore, peut-être ça viendra, voilà. Donc c'est vrai que j'ai passé une dizaine d'années à l'Opéra de Bordeaux. C'est vrai que les maisons lyriques ont quand même l'avantage d'avoir en général des mètres carrés de stock et pas mal de décors à disposition. Alors tous les décors ne sont pas forcément, on va dire, déclassés ou réformés. Mais l'idée, c'était du coup, moi, au départ, je ne suis pas partie sur un constat d'éco-responsabilité, je suis plus partie sur un constat un peu logistique et manutention. C'est que quand je suis arrivée, je me rendais compte qu'on n'avait pas d'inventaire et de dossier de montage et que du coup, on était obligé, pour concevoir des implantations de tournée, de retourner dans nos stocks, de faire de la manutention, de brasser. Donc c'était plutôt dans un souci de prévention des risques initialement. Et en fait, j'ai commencé à faire ces dossiers de montage dans ce souci-là. Après, c'est quand même quelque chose, il faut dire, c'est pas quelque chose qui se fait seul. Moi, j'ai fait ça pendant 5 ans et la personne qui m'a remplacée continue. Et je pense que c'est très important de parler de continuité, en fait, des missions. Parce que si l'année dernière, Stéphane Braunschweig a pu faire un opéra éco-conçu, on va dire, c'est aussi parce qu'il y a eu ces plus de 10 ans d'inventaire, en fait, de mise en place de dossiers de montage et d'inventaire. J'en profite pour dire que c'est quand même un boulot considérable. Alors j'imagine que vous faites des plans et que vous faites des inventaires aussi, mais 50 ans de création de décors, ça fait beaucoup de travail et beaucoup d'années, donc il faut de la persévérance et derrière il faut aussi que ça puisse servir et que ça ne reste pas dans les tiroirs.
Alors, 50 ans, je serais plus partie sur 20. 20, 20 ans. allez, Ouais, c'est parce moi que, qui fais un voilà, x2 sur... parce que Mais déjà, 20 ans, c'est beaucoup, beaucoup. 20 ans de stock et du coup 10 ans d'inventoring. C'est pas parce que du coup voilà. Et donc du coup l'idée voilà c'était enfin j'essaie de dire pourquoi faire un dossier de montage. Voilà, c'est des 3D simples, des photos, des indications d'assemblage. Et ouais, l'idée, c'était d'éviter la manutention, aussi éviter de racheter de la matière première. Et je pense qu'il y a aussi donner du sens à la valeur travail. Parce que je pense que, je ne sais pas s'il y a des constructeurs ici, mais quand on perd quelque chose, qu'on doit redire à un constructeur de refabriquer quelque chose qu'il a déjà fabriqué, c'est jamais agréable. Voilà. Donc du coup, le principe, c'est tout simplement d'avoir rassembler tous les éléments de décor, dire comment il s'assemble et lister de quoi il est composé. Je pense que c'est important de se dire, c'est que souvent, moi j'ai un peu tendance à dire, nos directions nous disent faisons du réemploi, mais il y a le dire et il y a le faire, quoi. Et comment on le fait, en fait. Et du coup, moi je me dis, un scénographe qui arrive, on lui demande de faire du réemploi, c'est bien, mais comment on l'accompagne là-dessus, quoi. Et je pense que ça, c'est un peu l'enjeu, en fait, du coup, d'accompagner le scénographe. Et donc, là, j'ai mis des exemples de dossiers de montage, mais c'était pas forcément ça du tout qui a été utilisé pour le Requiem de Mozart avec Stéphane Braunschweig. Et donc, du coup, Stéphane Braunschweig, il a fallu lui donner nos inventaires, mais il a fallu l'accompagner dans sa conception aussi, c'est-à-dire... je sais pas, quand on voit un élément de châssis dans un lieu de stock, ça parle pas forcément. Donc du coup, les bureaux d'études ont un peu leur rôle à jouer là-dedans, quoi. Voilà. Et je tenais quand même à dire aussi que cette création-là, c'est pas moi qui l'ai. Moi, j'ai démarré les inventaires qui ont été continués et en fait, la réalisation, elle a été faite par les équipes qui sont actuellement en place, mais qui ont pu être faites par rapport à 10 ans ou 12 ans d'inventaire. Et je pense qu'il faut penser durable, il faut penser développement durable, et du coup, il faut penser long terme. Voilà. Et oui, parce que ça soulève deux questions. La première, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec des stocks dormants. Alors, les maisons lyriques, c'est des endroits qui stockent beaucoup, les CDN aussi. Qu'est-ce qu'on fait de ces stocks-là? Est-ce qu'ils ont vocation à ressortir alors que parfois les productions sont sorties du catalogue ou parfois les productions ne tournent pas? Et moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut mixer par exemple deux scénographies qui viennent de deux créations différentes? Est-ce que ça a été le cas sur Oui, le Requiem? ça a été le cas, mais je pense que du coup, je suis assez pragmatique, donc j'essaie de remettre les choses dans leur réalité. C'est-à-dire que ce qu'a bien dit Stéphane, c'est que peut-être que nous, à Bordeaux, dans les stocks, il y a peut-être 10 ou 15 ou 20 décors qui sont stockés, mais il n'y a que 3 qui ont pu lui être proposés parce que 3 qui sont soit réformés, soit... voilà. Donc du coup, c'est quand même une réalité. Donc lui, il a dit, bon, mais j'ai pu le faire, mais la question, c'est est-ce qu'on peut le refaire, quoi. Et est-ce qu'on pourrait le faire avec des décors de production qui tournent encore, par exemple, mais ça, sans que ça j'en soit sais rien. destructif? Ça, c'est vraiment une question de droit d'auteur ou de droit de scénographe. Donc ça, je suis incapable de le dire, mais je pense que les scénographes se posent la question. Ouais. Sylvie? C'est un vrai sujet quand on est sur le réemploi, les questions du droit d'auteur, effectivement. C'est un des sujets de recherche-action qu'on va aborder l'année prochaine, notamment avec l'UDS, l'Union des scénographes, pour vraiment comprendre comment organiser le réemploi dans le respect des droits d'auteur. Il y a encore beaucoup de réponses à avoir. Enfin, il y a pour l'instant beaucoup de questions, quoi. Donc, on peut voir des choses, par exemple, dans les ressourceries, ce qui se passe, par exemple, à la ressourcerie du cinéma. Je sais qu'ils font signer une décharge, justement, de droits d'auteur aux productions qui donnent, en fait, les décors pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de souci, en fait, de réclamation de droits d'auteur sur les scénographies. Il y a des choses qui peuvent participer à la facilité de réemploi face aux droits d'auteur, par exemple la démontabilité des matériaux, des éléments de scénographie, de décor, qui permettent de faire en sorte que si un élément est démonté, il est non reconnaissable et donc perd ses qualités de droit d'auteur. Mais c'est qu'une réponse parmi d'autres, évidemment.
pourrait peut-être même avoir le droit de faire des citations, comme en musique. On pourrait peut-être citer des scénographies au travers d'autres scénographies, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette question aussi de taux de réemploi, d'indice de circularité? Comment on peut quantifier ces choses-là? Alors je sais que c'est plutôt Hélène qui travaille sur ces questions. Alors Hélène qui est donc absente aujourd'hui, qui elle travaille pour la compagnie La Vie Brève. Je me permets juste de faire une petite parenthèse sur leur travail que tu accompagnes, donc tu vas pouvoir aussi en dire deux mots, et qui donc accueille le lab scénographie au Théâtre de l'Aquarium. Et eux travaillent beaucoup avec des maquettes à l'échelle 1, ce qui permet aussi de pouvoir commencer à voir les matériaux récupérés, comment ils vivent ensemble, qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi à plus grande échelle. Et c'est un travail assez intéressant. Et eux questionnent beaucoup aussi cet indice de circularité, ce taux de réemploi. Comment on quantifie ça en fait finalement? Est-ce qu'il suffit juste de se dire on va faire un peu de réemploi et c'est validé comme étant une scénographie de l'économie circulaire ou est-ce qu'il faut plus que ça? Alors, au sein du théâtre de l'Aquarium, donc si je peux en parler, on est partenaires, on travaille ensemble, mais je ne les accompagne pas clairement sur ces enjeux. Mais justement, ils avaient aussi un stock de matériaux, de matériel qui était là mais non référencé. Ils ont décidé en fait de transformer ce stock en ressourcerie interne. Donc déjà, il y a une volonté politique à l'intérieur de l'établissement qui dit il va falloir faire un inventaire et mettre à disposition ce matériel, ces matériaux aux résidents, par exemple, aux compagnies résidentes qui sont là. Il se trouve qu'au Théâtre de l'Aquarium, ils ont cet espace de stockage des ateliers de fabrication et les plateaux. Et donc, du coup, une facilité d'accès et d'expérimentation, on va dire, justement, qui est assez présente. Donc voilà, après, c'est évidemment les questions de taux de réemploi, on le sait, en fait, c'est une question d'anticipation, c'est une question de volonté politique, managériale, de devoir faire avant tout en réemploi. Mais pour que ça soit possible, il faut que ça soit justement compréhensible. Il faut que visuellement, ça soit presque plus simple d'aller chercher dans la ressourcerie interne que chez un fournisseur qui a un catalogue en ligne avec des belles photos, etc. C'est-à-dire il faut le même degré d'accessibilité. Par exemple, aux rencontres de la photographie à Arles, ils ont utilisé un logiciel qu'ils avaient déjà, qui était FileMaker, pour créer une base de données qui leur permettent en fait d'inventorier tout le matériel scénographique qu'ils avaient d'une année sur l'autre. Alors là, c'est un événement annuel. Donc, en gros, l'idée, c'est que cet inventaire visuel, en fait, c'est très important d'avoir un inventaire visuel et technique et de comprendre par des images, par des dessins, ce qu'on a en fait sous le coude pour que des scénographes, des métiers plus créatifs ou techniques aient envie déjà de se rendre sur ce logiciel et d'y passer un peu de temps pour comprendre ce qu'il y a en stock. Et après, la volonté, par exemple, des rencontres d'Arles, ça a été de dire, vous puisez d'abord ici, dans ce stock, et si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur, là, on se pose la question de fabriquer, de concevoir, etc. Mais avant tout, c'est la première étape de conception, quoi. Ouais, ce qui rejoint un peu le fantasme absolu, moi, sur lequel j'essaie de travailler aussi, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer que chaque matériau neuf, chaque objet neuf puisse être créé sans utiliser de matière vierge? Est-ce que ça, c'est une possibilité? Alors, je pose la question, hein, évidemment, le débat n'est pas du tout tranché, ça va être dur à trancher, mais on est entouré aujourd'hui d'objets qui sont des matériaux neufs, qui ont puisé des matières
vierge pour être créé, et on est dépendant de tout ça, et c'est ce que tu dis très justement. Quand on a un beau catalogue sous les yeux, évidemment, on va aller chercher ce qui nous parle le plus. Si on arrive à inventorier ce que tu as fait et faire des catalogues d'objets existants qui peuvent être réemployés, que ça soit pour de la scénographie liée au spectacle vivant, mais pas que, ça peut être aussi de la muséographie et autres. En plus, on le sait bien, on réutilise beaucoup les mêmes schémas de montage. Alors, il y a aussi tout ce projet de 17h25 sur les châssis dans l'opéra. Mais est-ce que, par exemple, toi, alors qu'au début, le projet de mise en plan, c'était plutôt pour une question de manipulation, de manutention, est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que ce travail-là peut être réplicable à d'autres endroits et peut servir justement à augmenter le taux de réemploi? Je pense qu'il faut travailler en échelle. Je pense que les maisons lyriques, oui, elles peuvent faire leur propre système de ressourcerie. Des compagnies, non. Donc, il faut forcément se rassembler. Après, je pense aussi que si on est dans le spectacle, c'est aussi pour un petit peu rêver, je ne sais pas. Donc, parler que de générique, ça fait aussi un peu... ce qui est un peu dommage, c'est que souvent on dit sobriété, mais faut pas non plus que ça en vienne à trop brider. Enfin, faut trouver un compromis quand même, je trouve. Oui, c'est la critique qui a été faite justement au projet 17h25 de réplicabilité des châssis et ainsi de suite. Ouais. Et après, moi, là, tu parlais de recherche-action, ce que vous faites souvent. Nous, à l'Odéon, par contre, on a depuis 2 ans, il y a 2 ans, il y a eu une recherche-action qui a été faite avec des étudiants bordelais. Et Nicolas Berger, qui est directeur du département sciences et génie des matériaux. Et l'idée au départ, c'était de faire un outil d'aide à la scénographie, à la conception scénographique. Et du coup, en fait, on est parti là-dessus et on s'est rendu compte que le scénographe, ça reste un artiste quand même, et c'est toujours un peu compliqué de lui mettre dans les mains un outil qui va lui permettre de calculer son impact carbone avant même de... je trouve que ça brille l'imaginaire aussi. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et un scénographe, ça reste un artiste. Et c'est un peu nous, les techniciens. Donc, moi, je vais juste montrer quelle tête ça a. Ça fait... De toute façon, c'est un tableur Excel, hein, comme tout le monde le connaît. Voilà. Et du coup, l'idée, c'était... ils avaient pensé au départ en fait qu'on puisse faire plusieurs simulations, en fait, conception 2, conception 3. Et en fait, il y a une question de temps, en fait. C'est-à-dire que quand on reçoit une maquette 1 an et demi à l'avance, on peut éventuellement se dire qu'on va faire des simulations. Quand on reçoit une maquette à construire 4 mois avant, en fait, l'éco-responsabilité, elle passe largement en second plan. Donc du coup, là c'est une recherche-action. On en est là. En fait, l'idée c'est une fois qu'on a fait une commande, on saisit le matériau qu'on a commandé, on le quantifie et ça nous sort un chiffre. Donc la question c'est ce chiffre, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et du coup, ce chiffre, moi perso, il me dit rien, en fait. Donc du coup, il faut aussi se poser la question de, politiquement, à quoi on le rattache, c'est-à-dire un nombre de spectateurs qui a vu le spectacle, comment on compare les choses entre elles et comment on incite le scénographe et comment on en fait un partenaire aussi. Et c'est ça que je trouve compliqué, c'est que le scénographe, quand il arrive dans une maison, qu'il ne se dise pas « bon, mais je vais polluer et donc du coup, je vais essayer de lutter contre cette image de pollueur », quoi. Peut-être tu peux nous en dire plus, Sylvie, là-dessus. Oui, c'est dur de faire tout reposer sur les scénographes ou sur un seul métier. Enfin, c'est évidemment tout le monde est concerné. Et je pense qu'en fait, dans ces questions de modélisation, il faut aussi aller au-delà du réemploi et peut-être s'inspirer de ce que l'industrie dont l'industrie s'est emparée depuis un moment en fait, qui sont justement les normes d'éco-conception. Je ne sais pas si je vais y arriver moi. Je vais vous montrer un petit peu. Non. Bastien, je crois que je vais avoir besoin de toi. Je ne sais pas me servir d'un PC en plus. C'est terrible. Ah oui, oui, parce qu'il faut regarder là. Ok. Oui,
Oui, dans cette modélisation pour réduire les impacts, il n'y a pas que la question du réemploi, des matériaux. C'est on va dire, une phase, un moment, en fait, de la vie du projet qui n'est qu'à un endroit, en fait. Donc là, vous avez ici la route brisée, qui est la définition, en fait, d'une stratégie d'éco-conception associée au cycle de vie d'un projet, ou d'un produit ou d'un service. Donc, il va de l'extraction à la fabrication, encore une fois, le transport, l'usage et sa fin de vie. Et la route brisée, qu'on trouve aussi sous le nom de la route de l'économie de l'éco-conception, elle nous permet de penser la réduction, l'amélioration d'un projet en termes de réduction d'impact sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet. Donc, ça commence par l'approvisionnement des matériaux, donc le réemploi intervient ici, mais aussi la réduction de quantité de matière, quand par exemple on a des matériaux neufs ou même en réemploi, mais qu'on sait qu'on va beaucoup voyager avec et qu'on va essayer justement d'anticiper l'optimisation de la logistique en réduisant la quantité et le volume, le poids des matières. L'optimisation des techniques de production, donc au sein de la fabrication, de l'optimisation de la logistique, la réduction aussi de l'impact environnemental de la phase d'utilisation. Donc ça, pour nous, c'est le temps public du projet sur place, l'optimisation de la durée de vie du projet et puis l'optimisation de la fin de vie, donc un éventuel recyclage si on n'a pas réussi à faire autrement. Et du coup, ça veut dire que on va pouvoir se poser un tas de questions. En fait, le réemploi, c'est une toute petite partie parmi tout le cycle de vie des projets. Donc là, j'ai essayé de faire une espèce de checklist, en fait, à laquelle il faudrait penser dès la conception d'un projet pour justement essayer de... là, on est dans la modélisation totale, quoi, c'est-à-dire se poser toutes les questions dès le moment de la conception. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on dit que 80% des impacts environnementaux d'un projet se décident, se figent au moment de la conception. Parce que ce n'est pas pendant le temps public du projet ou quand on démonte qu'il va falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de la matière qu'on a utilisée. Personne n'a le temps. C'est voué à l'échec de base, quoi. Surtout si on n'a pas du tout anticipé, par exemple, des techniques de production qui permettent de rendre réparables, démontables, séparables toutes les matières. Parce que derrière, on va pouvoir anticiper, par exemple, la collecte via des ressourceries ou stocker la matière. Donc là, vous avez un petit peu, en tout cas, une méthodologie de réflexion qui consiste effectivement à se poser la question, par exemple, sur les matériaux. Est-ce que ces matériaux sont issus du réemploi ou du reconditionné, parce que vu qu'on est quand même dans un univers matériel ici, se pose la question, au-delà des matériaux, de l'impact du matériel. L'impact du matériel qui est complètement lié à notre accès à l'énergie, à la production, à l'extraction des ressources, qui est aujourd'hui, on le sait, sur la pente descendante. On va vers un épuisement des ressources inévitable. Donc, en fait, tout à l'heure, quand on parlait de comment est-ce qu'on peut faire, en fait, je pense qu'à un moment donné, on ne va pas avoir le choix, en fait, que de reconsidérer la matière comme étant noble et ne pouvant pas être mis à la benne ou juste au recyclage. Le recyclage n'est absolument pas une solution. Et ça contribue, c'est extrêmement énergivore. On refabrique des choses. On n'arrive pas à recycler de toute façon beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'il va falloir rentrer dans une démarche de réparabilité, de durabilité à tous les points de vue. Et donc arriver à anticiper en fait tout ça.
Et donc ça se passe sur des questions de ce que moi j'ai appelé en tout cas le management de l'éco-conception. C'est-à-dire, pour anticiper tous ces points, est-ce qu'on a mis tous les métiers autour de la table ? Est-ce qu'on a, en tant que responsable de la logistique ou de l'espace, de la régie, etc., est-ce qu'on a été consulté pour justement nous permettre de mettre en place des réductions, par exemple, de consommation d'énergie, de consommables, de déchets, etc. Est-ce qu'on a conscience, c'est aussi à ce moment-là qu'il faut se poser la question de la conscience des déplacements engendrés par tous les choix artistiques, techniques et logistiques. Je rappelle que les transports sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France et que c'est extrêmement problématique parce qu'on ne va pas vers un pétrole moins cher, bien au contraire, et potentiellement, peut-être que dans quelques années, et pas si loin, il se peut que ça soit de moins en moins abordable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de transport ? Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on continue à vivre et à produire, à diffuser, à créer sans transport ? Et en fait, c'est pour ça que, par exemple, dans dans nos accompagnements et dans ce qu'on fait, on essaie surtout de faire comprendre que la question, c'est d'anticiper. Mais d'anticiper des gros problèmes qui pourraient arriver pour ne pas subir, en fait. Soit on se dit que, tant pis, on prend ce qu'il y a tant qu'il y en a. Et donc, advienne que pourra, mais on sait qu'on va droit dans le mur, mais on en profite. Soit on se dit, on a des méthodologies de travail à portée de main qui nous permettent déjà de commencer un processus petit à petit, parce qu'on n'arrive pas à cocher toutes les cases d'un coup, d'un seul, quoi, évidemment. Et dans ce cas-là, on va réussir en fait à réduire les impacts. Et devinez quoi, quand on arrive à faire tout le tour comme ça, puisqu'on a optimisé, réduit, etc., on arrive très souvent à des économies financières aussi. Et que la question du réemploi et du temps passé à faire de l'inventaire au début, parce que ça nous paraît colossal, parce que peut-être il faut embaucher quelqu'un pour faire des inventaires au début, etc., en fait, on le récupère assez facilement, à condition en fait, de faire le tour complet. Et je mets quand même une petite alerte de langage. L'éco-conception, c'est un terme normé par une norme ISO. Et donc, comme le bilan carbone ou la neutralité carbone, ou enfin tout ce qu'on peut entendre sur la réduction des impacts, on ne peut pas parler d'un projet éco-conçu si on n'a pas réalisé une analyse de cycle de vie. Une analyse de cycle de vie réalisée par un bureau d'ingénieurs qui va mesurer quantitativement tous les impacts en fait, sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet, d'une œuvre, peu importe, et qui va nous permettre en fait, d'avoir un résultat vraiment quantitatif. Donc là, on est dans une démarche, on va dire, qualitative de l'éco-conception, mais on ne pourra pas dire qu'on fait de l'éco-conception au total. De la même manière que si vous faites que du réemploi, on ne peut pas dire qu'on fait de l'éco-conception, on fait juste du réemploi. Oui, et en creux aussi, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de bilan carbone, on parle beaucoup de carbone. C'est vraiment prendre la problématique par un tout petit bout. Il vaudrait mieux aujourd'hui, en termes d'éléments de langage, parler d'impact environnemental. Ça a beaucoup plus de sens. D'ailleurs, aujourd'hui, on a des super outils gratuits dédiés au spectacle vivant et à l'événement, qui sont notamment le calculateur SEEDS, propulsé par Arviva, qui est un outil vraiment super bien, je vous invite à aller voir, qui permet justement d'aborder l'impact global sur l'environnement de son projet et de pouvoir commencer à quantifier. On a une collègue qui travaille plutôt dans le monde du cinéma qui dit tout le temps
ou en tout cas régulièrement, monter sur la balance, ça fait pas perdre du poids. Et c'est vraiment ça, en fait, le projet aujourd'hui. Faire un bilan carbone, c'est une première étape. Ça permet de savoir d'où on part. Mais c'est pas ça qui va nous faire des économies. Et c'est surtout pas ça qui va nous rendre plus vertueux au niveau environnemental. Ce que vient de nous montrer Sylvie, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ça. Évidemment que la question du transport est très émissive en termes de carbone. Évidemment qu'elle est prégnante et que c'est aujourd'hui 80% globalement des impacts. Mais derrière, l'analyse de cycle de vie va nous montrer que l'usage des matériaux, des matériaux vierges et ainsi de suite va aussi poser plein d'autres problèmes autres que celui du carbone. Donc il faut aussi qu'on arrive à se positionner dans la temporalité des projets. Souvent, ça nous arrive dessus en tant que responsable technique. On nous dit, faudra que tu fasses mieux, que tu fasses un peu de réemploi, que tu calcules mieux ta tournée pour qu'elle soit moins émissive en termes de transport. Très bien, mais là, un outil comme ça nous permet vraiment de repositionner la question au centre de la conception. Et c'est aussi ça, modéliser, c'est vraiment pouvoir, dès le départ, dès la création, avoir les outils nécessaires pour mieux penser le projet et surtout économiser à terme de la ressource et, comme tu l'as très bien dit, des moyens financiers. Mais pour ça, il faut arriver aussi à faire comprendre aux donneurs d'ordre, à faire comprendre aux créateurs que... Et c'est là où moi, je te rejoins quand même, Mathieu, sur la question de la liberté créatrice. Aujourd'hui, c'est une contrainte qui, pour moi, est magnifique, qui nous permet d'être aussi très, très, très créatifs et partir de la contrainte ou de la problématique plutôt que d'une solution technique miracle, c'est beaucoup plus stimulant. Maintenant, c'est dur à faire entendre et il en faut de toute façon pour tout le monde. Il faut aussi la possibilité de pouvoir créer, peut-être sans contrainte, mais comme tu l'as très bien dit, Sylvie, on est aussi dans un monde fini en termes de ressources. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de continuer à exister dans la créativité, dans ce monde-là ? Je pense aussi surtout qu'on n'est pas expert là-dessus. C'est une expertise qui nous est demandée. Bon, moi, je n'ai pas été formée à l'éco-conception, à l'éco-responsabilité. Je pense que les scénographes à l'école, je ne suis pas sûre qu'ils soient encore les étudiants actuellement formés. Donc, c'est la question, ça nous tombe dessus. Comment on est accompagné là-dessus, en fait, c'est pas... Voilà. Ah, mais la question de la formation est la première étape, en fait, pour comprendre tous les enjeux. C'est essentiel, en fait, cette question de la formation. On commence juste là, mais très timidement, à former les enseignants dans les écoles. En tout cas, de notre côté, quoi. Donc sur les questions d'art visuel, spectacle vivant. Donc, c'est encore très timide parce qu'en fait, les étudiants ont peut-être plus de volonté d'aller vers ces réductions d'impact dans ce qu'ils font, mais il faut encore que les enseignants aussi sachent y répondre. Et puis, c'est vraiment pour ça qu'on a créé le lab, en fait. C'est dans l'aspect formation, il y a l'idée de ne pas rester seul et de partager les pratiques, de partager ces bonnes pratiques, de ne pas être... je pense que en fait, cette transition écologique, elle est extrêmement fédératrice. Enfin, c'est-à-dire que si on reste tout seul et qu'on se dit que rien n'est possible, c'est sûr que rien ne sera possible. Enfin, donc l'idée, c'est vraiment de se réunir, se rassembler, échanger, pour apprendre en fait de chacun et de chacune. Et ce qu'on voit, nous, depuis 2 ans, c'est que vraiment tout le monde y trouve son compte. Sur des sujets d'inifugation, par exemple, on est 80, quoi. En pleine semaine, sur une journée entière. Je pense que ça veut dire qu'il y a un intérêt et que voilà, on y retrouve beaucoup de choses. Et puis après, la formation réelle. Donc moi, je fais de la formation économie circulaire et éco-conception. Mais on a aussi, par exemple, développé des formations sur le numérique responsable. Et depuis septembre, je pense que je fais quasiment que ça, quoi, de la formation. Donc ça veut dire qu'il y a, en tout cas, il y a quelque chose qui commence vraiment. Enfin, on prend conscience que, avant tout, il ne faut pas culpabiliser les métiers, il faut les former et les directions comprises. Parce que quand on parle de management, par exemple de l'éco-conception, évidemment que les directions artistiques, techniques, enfin tout le monde, direction d'établissement,
doivent être présentes aux formations, sans quoi vous pourrez avoir toutes les bonnes idées du monde si à la direction on ne comprend pas pourquoi est-ce que vous le faites, c'est compliqué. Et puis surtout, ça permet aussi de créer une cohésion d'équipe qui permet de faire des efforts collectifs et de mesurer les efforts collectifs, parce que rien ne repose sur une seule personne ou un seul métier, quoi. Et c'est hyper stimulant, faut aussi le dire. Ça a l'air austère comme ça, mais c'est très chouette. Et surtout, c'est vrai qu'on hérite de ça en tant que responsable technique, bien souvent. On ne sait pas pourquoi. C'est comme la sûreté, puis après la sécurité, puis après la question sanitaire. Bon, je ne sais pas, c'est une question peut-être de patate chaude, je ne sais pas. En tout cas, là, on est un peu les héritiers de ces questions-là. Et ce que tu dis très bien, c'est qu'en effet, c'est à partager. C'est une responsabilité globale. Il n'y a pas que les responsables techniques ou les faiseurs techniques qui sont en capacité d'apporter des réponses et qui sont aussi les seuls à pouvoir penser cette question-là. C'est vraiment une question globale à remettre à l'échelle et peut-être toujours rappeler que avant d'imposer cette question de la ressource, de la modélisation, peut-être qu'il faut que ça soit discuté et partagé. Autour de tous les responsables en présence et de tous les gens qui vont fabriquer. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça la question, c'est qui fabrique avec quel matériau. Il nous reste très peu de temps. Je voulais juste vous préciser qu'à 15h30, il y aura une autre table ronde, cette fois-ci avec Pascal Lenormand et Samuel Brouillet, autour de la sobriété énergétique des bâtiments. Voilà. Axe 5, réduire l'impact environnemental Exactement. de la phase d'utilisation. Donc vous aurez certainement plein d'éléments de réponse. En plus, l'optique, c'est de pouvoir réduire quasiment en un claquement de doigts 40% des ressources sans dépenser d'argent. Donc vous verrez, il y a quand même plein de solutions. En fait, en réfléchissant et en passant un peu de temps, on y arrive. Et je vous propose à ce moment-là de passer peut-être quelques minutes à échanger. On a encore une demi-heure si vous avez des questions. Cécile, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sylvie? Est-ce que vous avez des questions? J'ai un micro pour vous. Ou juste échanger avec nous sur ces sujets. Ne vous forcez pas. Hein. Ah, merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde très intéressante. J'ai raté le début, donc peut-être que la question que je vais poser, elle a déjà été abordée. Mais je voulais savoir s'il y avait des réglementations en vue, avec des subventions, des choses qui permettent, qui donnent une carotte aux scénographes ou aux concepteurs pour concevoir de manière responsable. Oui, alors des réglementations et des contextes aussi, des engagements internationaux. Alors le premier engagement, c'est l'accord de Paris, avec la volonté de rester à 1,5 degré, de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique. C'est un peu tout ce qui... Enfin, cet accord-là dont va découler toutes nos stratégies bas carbone nationales, régionales, ministérielles, etc. En tout cas, les deux lois les plus présentes et qui nous impliquent le plus dans ces réductions d'impact, c'est la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire. On a 2 articles de loi dans cette loi qui concernent le secteur culturel. L'article 58 qui vise à rendre possible le don de scénographie par les établissements publics à des structures à fin non commerciale. Voilà, c'est exactement comme ça que c'est dit. Donc ça veut dire que, par exemple, un établissement public peut vraiment donner sa scénographie à une association, par exemple, qui fait du réemploi. Et ça, on s'est encore très peu su. Des fois, il faut vraiment sortir l'article de loi pour dire que si, c'est possible, et c'est même plutôt très souhaitable puisque c'est inscrit dans une loi. Et l'article 52, il me semble,
qui donc va obliger les établissements publics aussi à acquérir 20 à 40% d'achats en réemploi ou en matière recyclée ou reconditionnée. Donc voilà, en gros, c'est ces 2 articles-là. Et puis, dans la loi climat et résilience, se prépare l'éco-conditionnement des financements. C'est-à-dire l'intégration de clauses environnementales dans les marchés publics. Et donc, potentiellement aussi, on va vers ça très sérieusement. L'éco-conditionnement, donc qu'est-ce que vous faites dans votre projet pour réduire vos impacts, qui nous permet de dire, OK, on peut vous donner de l'argent public. Donc, de toute façon, quand on dit on n'a pas... Enfin, voilà, on va vers ça. On voit aussi, par exemple, au CNC, il y a maintenant un bilan carbone obligatoire. Il y a une éco-conditionnalité des aides dans le cinéma, qui est un modèle intéressant, qui n'est pas encore existant dans le spectacle vivant, mais qui... en fait, demande à réaliser un bilan carbone et avec un objectif de réduction d'impact carbone et de réduction d'impact économique. Je crois que c'est corrélé. Et donc, on a les 100% d'aide si on réalise tout ça. Mais c'est encore très, très peu encadré. Pareil, on pose souvent la question des normes, des labels. Tout ça est une forêt très complexe. Il y a des labels. On peut avoir des labels très facilement qui ne veulent pas dire grand-chose ou qui n'engagent peu. Et on peut viser des labels qui sont beaucoup plus contraignants. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de s'y retrouver. En tout cas, pour entamer des démarches, il y a des outils. Mais... Alors, il y a quand même des financements sur la deuxième partie de la question qui sont importants à mentionner parce que très souvent, on se dit, bon, ok, super, tout ça à mettre en place, effectivement, c'est du temps, donc c'est coûteux. Comment est-ce qu'on nous aide là-dessus ? Eh bien, il y a des aides financières sur, par exemple, une aide à l'ADEME. Donc, c'est surtout vers l'ADEME qu'il faut se tourner. Profitons-en, là, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. L'ADEME finance par exemple à une aide financière qui s'appelle Premier pas vers l'éco-conception et qui finance jusqu'à 70% des coûts en fait, que générerait votre projet de démarche d'éco-conception. On peut aussi trouver des aides sur le bilan, sur la réalisation d'un bilan carbone ou d'une analyse de cycle de vie, mais très sincèrement, c'est pas forcément souhaitable. Les labels, ça coûte cher. Ça monopolise des ressources humaines impressionnantes. Comme les normes, de la même façon. Et puis, vous avez une norme ISO qui s'appelle la norme ISO 20121. Je m'abstiendrai sur la... Enfin, je ne donnerai pas d'avis dessus. Évidemment, juste pour vous dire que la Coupe du Monde au Qatar a été norme ISO 121. Donc, vous pouvez passer du temps, hein, comme tu le dis très bien, ça consomme beaucoup de ressources humaines. Mais essayons d'être un peu plus ambitieux que juste obtenir des normes et des labels. Sans faire de prosélytisme, tournez-vous vers Arviva. Il n'y a pas que, mais c'est vraiment une association qui fait un super beau travail et qui fédère beaucoup de réseaux professionnels dans le monde du spectacle vivant, et pas que, et qui surtout offre des outils gratuits pour entamer des démarches. Ça, c'est, à mon sens, beaucoup plus pertinent que d'aller chercher un consultant qui va vous accompagner sur l'obtention d'un label. Et puis, moi je pense, au-delà des normes et des labels, des fois on est en manque de choses pratico-pratiques aussi. Et alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont du 104, de la Villette. Je sais que nous, à l'OD, on a mis en place GDM, c'est un outil de gestion de matériel. Et tout simplement pour éviter de ne pas savoir où est-ce qu'on a mis un tulle, nos découvertes. Du coup, c'est un outil simple. En fait, c'est un Excel qui permet... en fait, Excel, on a tendance à se le conserver pour soi et il y a un seul utilisateur. Donc, GDM, ça permet de travailler de manière collaborative. Et voilà, il y en a sûrement d'autres. Hein. J'ai entendu parler de Dièse, mais je crois que c'est plus compliqué. En tout cas, nous, tous les services y sont mis. Et ça permet tout simplement de retrouver ses petits, quand on est dans du multisite, de savoir quel matériel à quel endroit.
Et du coup, parce que souvent on est tendance, enfin, j'ai envie de dire pour faire un peu, pour avoir un côté communication, enfin, on essaie de dire, tiens, on a mis en place un outil, mais des fois, on le fait une fois, puis après, il y a le soufflet qui redescend, quoi. Et au-delà du côté communication sur l'éco-conception, l'éco-responsabilité, il y a comment au quotidien, on fait juste de la bonne gestion et on a une économie de coûts, tout simplement, parce qu'on arrive à bien gérer nos stocks, quoi. Enfin, D'ailleurs, en français, dans le texte, on dit éco-blanchiment pour greenwashing. Donc, essayez d'utiliser ce mot-là, c'est rigolo. Il y a un deuxième outil dont on parlera dans l'autre table ronde, qui est aussi un outil gratuit, qui est développé un peu de la même façon que SEEDS, le calculateur d'impact environnemental d'Arviva, qui s'appelle Showwatt, projet dont je fais partie aussi, qui permet en fait de précalculer l'impact énergétique de son projet. Donc on va pouvoir rentrer sa fiche technique lumière, vidéo et ainsi de suite et avoir un dimensionnement en kilowatts crête et en consommation globale. Ce qui est aussi très intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un delta énorme entre ce qu'on pense consommer et ce qu'on va réellement consommer, donc dimensionnement des matériels et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup d'outils gratuits, hyper sympa à utiliser. C'est moins austère qu'un tableur Excel. En tout cas, sur Seeds et Showwatt, il y a eu un gros travail d'interfaçage, donc c'est pas pénible. Et même si vous avez envie, comme ça, vous, de prototyper un projet, c'est pas non plus très chronophage. Voilà. Vous avez peut-être d'autres questions? Alors, je vous laisse vous échanger les micros. Merci. C'est par rapport à l'article dont vous venez de parler, l'article 58 et le don de scénographie de la part d'établissements publics. Vu qu'il y a une loi, qu'est-ce qu'elle dit justement la loi à propos du droit d'auteur ou des choses comme ça quand on donne une scénographie, il prévoit à qui ça appartient, ou est-ce que si les gens à qui on a fait don ensuite en modifient des bouts, ils ont le droit, ils n'ont pas le droit? Enfin, est-ce que la loi dit quelque chose? La loi AGEC, non. Là, on va vers en fait, la propriété intellectuelle, le droit d'auteur. Donc, en fait, il n'y a pas de loi qui existe sur les questions de réemploi et droit d'auteur. Mais la loi doit s'adapter. Alors, ça ne sera certainement pas dans la loi AGEC, puisqu'on est plutôt sur les questions d'économie circulaire, de matérialité, de réparabilité, etc. Mais justement, en fait, c'est à nous de la créer. C'est vraiment à nous. Enfin, l'article 58, là, il vient du secteur culturel. C'est le secteur culturel qui est monté au ministère pour dire il nous faut cette loi, sans quoi on n'arrivera pas à améliorer la recyclabilité des scénographies. Mais oui, ça vient plutôt, à mon avis, dans la question du droit de la propriété intellectuelle et pourquoi pas se raccrocher à ce qui est fait pour la musique avec la citation, le sampling, tout ça. Pourquoi pas pourquoi ne pas sampler des scénographies et faire référence à d'autres choses. Mais c'est vrai que tout ça, en fait, ça soulève toujours une question qui est très très dense et heureusement qu'il y a des collectifs qui essaient d'y réfléchir. Je redis là, mais sur la question de l'inifugation, c'est assez génial. Il y a 3-4 ans, on se posait tous la question de savoir comment on pouvait faire sans être polluant. Et pour autant, en tant que directeur technique, responsable technique, on est contraint de le faire. Donc c'était un cas de conscience. Et voilà, il y a des gens qui se sont mis autour d'une table, qui ont réfléchi, qui ont trouvé des matériaux biosourcés et ainsi de suite. Donc tout est faisable. Et comme on le disait aussi, on n'est pas sachant là-dessus. On n'est ni expert climat, ni bio, je sais pas quoi. Par contre, on nous pose des questions. Donc à nous d'aller chercher l'information, de la structurer, de nous structurer entre nous aussi pour apporter des réponses concrètes et stabilisées avec derrière des capacités réelles de réemploi, c'est-à-dire de ne pas prendre de risques assurantiels, ce que tu as rappelé aussi. Aujourd'hui, si je donne quelque chose, je ne suis plus responsable. Ça, c'est un premier pas. Qu'est-ce que ça veut dire quand je récupère une scénographie en termes de droit d'auteur? C'est un pas qu'il faut qu'on explore collectivement. Et tout ça amènera à d'autres questions. Et peut-être qu'on sera dans le bon axe à un moment. Voilà, en tout cas, il faut le souhaiter. Mais c'est cette question du pivotement, de comment on amène une autre façon d'aborder le sujet, tout en restant dans la légalité. Merci à vous. Merci.